La coparentalité, par définition, va supposer deux adultes qui vont coopérer autour de l'enfant. C'est généralement ce qu'on espère qu'il va devoir se passer. Et le problème, c'est qu'avec un ou une narcissique, disons avec une personne narcissique, cette hypothèse est fausse dès le départ. Alors comment faire? Ça va être le sujet de cet épisode du Psyché. Cyril Malka. Le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous. Avant tout, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Cyril Malka, je suis psychologue cognitif comportemental et hypnothérapeute. Pour en savoir plus sur moi, allez sur mon site principal, malka.fr. Là, vous pourrez voir ce que je fais et vous pouvez même prendre rendez-vous avec moi si nécessaire. De plus, j'ai le club Revivre, qui est un club pour les gens qui sont ou qui sont sortis d'une relation narcissique, conjoint, conjointe, parents, enfants, etc. Et vous pouvez en savoir plus sur revivre.club. Passons maintenant au sujet. Alors, le problème, c'est que tous les conseils classiques que l'on a sur la coparentalité partent du principe que vous avez en face de vous quelqu'un de bonne foi, qui veut le bien de l'enfant et avec qui on peut négocier et trouver des compromis. Jusqu'à un certain niveau, bien entendu. Et le problème, c'est que le narcissique ne coopère pas du tout. Il manœuvre. La séparation ne va pas mettre fin au contrôle comme vous le pensez, mais elle lui ouvre au contraire un nouveau terrain. Et c'est de là que vient cet épuisement que vous avez, parce que la personne saine, plus ou moins saine, va appliquer les recettes qui sont conçues pour deux personnes raisonnables, alors qu'en fin de compte, elle est seule à jouer le jeu. Donc elle continue à chercher une entente avec quelqu'un qui ne cherche pas du tout l'entente du tout. Ça n'a jamais été le but de la personne narcissique en premier lieu. Et si on y réfléchit, c'est logique. Vous vous entendiez pas quand vous étiez ensemble, c'est pas maintenant où vous avez divorcé que les choses vont être améliorées. Donc, il ne faut pas croire ce qu'on vous dit quand on vous dit que c'est un problème de communication. C'est un problème de communication si vous avez en face de vous une personne saine qui peut être déstabilisée dans l'instant, ça peut arriver à tout le monde, mais qui à la base est saine. Là, il va vous falloir changer tout le cadre de compréhension parce que tant que vous restez dans la logique, il faut qu'on apprenne à mieux s'entendre, vous allez rester piégé. Donc, souvenez-vous que le narcissique voit l'enfant comme un prolongement de lui ou d'elle, et donc comme un levier. L'enfant va être une ressource, va être un moyen de pression, ça va être un terrain de jeu pour atteindre l'autre parent, peut-être vous. Et donc cette séparation va déplacer le contrôle. Avant, le contrôle, il passait par la relation de couple, etc. Maintenant, il va passer par l'enfant et par tout ce qui doit s'organiser autour de l'enfant. Ça veut dire que chaque échange tout à fait logistique, va devenir une occasion de contrôle, etc. Les horaires d'école, la santé, les vacances, l'argent, bref, tout ce qui devait être quelque chose, un point d'organisation tout simple, ça devient un point de friction, de la renégociation, de la provocation et de discussion, des fois à ne pas en finir. Et là est le piège, c'est que le but de la personne narcissique, ça va être la réaction. Donc quand vous croyez que vous êtes en train de discuter un planning, lui ou elle cherche à vous faire sortir de vos gonds, à vous déstabiliser et à reprendre la main. Et c'est pour ça que les recettes classiques vont échouer, parce que les recettes classiques visent à fluidifier la coopération, bien entendu, pour essayer de voir, comment est-ce qu'on va mettre les limites, machin, etc. Et il n'y a pas de coopération à fluidifier. Pour pouvoir fluidifier une coopération, il faut une coopération à la base, et ça, vous n'en avez pas. Ce que vous avez, c'est une manœuvre que vous devez neutraliser. Donc, tant que vous cherchez à mieux vous entendre, vous allez rester pris au piège. En fin de compte, comme dans la relation, si vous y réfléchissez bien. Vous essayez d'adapter le truc et ça ne marchait pas. Donc là, ça ne marche pas non plus parce que, encore une fois, l'entente, ce n'est pas l'objectif de l'autre.
Si l'autre n'a pas le même but que vous ne jouez pas le même jeu, et le problème n'a rien à voir avec la qualité de la communication, ça va être la configuration en elle-même. Donc, ce que vous allez devoir faire, ça va être de changer un petit peu les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il vous faut arrêter de vouloir coopérer. Vous allez passer à ce qui s'appelle le parentage parallèle, parallel parenting. Alors, le parentage parallèle, ça va être 2 foyers qui fonctionnent côte à côte, sans coordination au quotidien. C'est-à-dire que vous allez réduire le contact au strict minimum, le minimum nécessaire. Chacun va gérer son temps avec l'enfant à sa façon, dans son foyer. Le cadre est fixé une fois pour toutes. Alors, la meilleure méthode, ou ce qui serait vraiment l'idéal, c'est si c'est par écrit ou par décision de justice, pas quelque chose que vous devez renégocier en permanence. Le plus souvent, ça va être le cas. Et donc là, la différence, c'est que si vous êtes en coparentalité, il y a des appels réguliers, il y a des décisions qui sont communes au jour le jour, il y a une forme de souplesse qui peut être négociée plus ou moins constamment. Ça suppose 2 adultes coopératifs qui tous les 2 veulent coopérer. Le parentage parallèle, au contraire, il n'y a pas d'appel régulier, il n'y a pas de décision commune sur le quotidien, il n'y a pas de souplesse à négocier ou renégocier, on ne cherche pas l'entente. Ce qu'on va rechercher, ça va être de réduire les points de contact autant que possible. Donc, ça va être le parentage parallèle et ça va être ce que vous allez devoir mettre en place dès le départ. Mais attention, ça ne veut pas dire que, parce que vous êtes passé en parentage parallèle, les choses vont bien se passer. Ça veut dire que vous avez réduit les points de contact pour que ça fasse moins de dégâts. C'est une réduction, en quelque sorte, des frictions. Ce n'est pas une résolution du conflit, il va toujours être là. Il va rester des choses que vous n'allez pas pouvoir éviter. Il y a les échanges d'enfants, hein. Il y a certaines décisions importantes, école, santé, opération. Il y a les imprévus, hein, si l'enfant tombe malade chez l'un pendant la semaine de l'autre, etc. Les vacances, l'argent, etc. Donc il y a des choses qui vont être inévitables. Après, ça veut dire qu'à chacun de ces moments, l'autre va avoir l'occasion de manœuvrer. Et il y a un risque d'escalade parce que l'autre, justement, peut sentir qu'il a moins de prise ou qu'elle a moins de prise et va donc utiliser les seuls canaux qui lui restent. Ça va être les messages logistiques, les retards, l'enfant comme messager, les accusations, etc. Donc, le parentage parallèle, ça va être le cadre que vous allez devoir utiliser à la base. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du problème, mais c'est ce qui va vous permettre de rendre le problème plus gérable. Maintenant que le cadre est posé, il va falloir savoir comment tenir l'intérieur du cadre, parce que le conflit va toujours être là. Hein. Et il va être important de savoir comment gérer ce genre de choses. Et là, les points que je vais... il y a 3 points importants dont je vais parler. Ça va être comment communiquer, comment documenter et comment protéger l'enfant. Ça, c'est 3 points extrêmement importants qu'il va vous falloir faire et suivre. Alors, déjà, on va commencer par la communication. Et là, ça va être la technique de la pierre jaune. Alors, la pierre jaune, pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos, c'est un peu comme la pierre grise, mais un peu différent. Alors, la pierre grise, donc je pierre grise. Alors, la pierre grise, ça vient de l'anglais, grey rock, c'est une expression américaine à la base. C'est une pierre grise, une pierre sans importance, vous pouvez en trouver, c'est des graviers, machin, etc. Et faire la technique de la pierre grise, c'est ne pas répondre à rien, ne pas exister, ne pas devenir inexistant par rapport à la personne narcissique. Ce qui fait que vous lui coupez, en fin de compte, toute importance. Après, tout ce qu'il dit, vous vous en foutez, ça ne marche pas. Mais le problème de la pierre grise, c'est qu'on ne peut pas toujours le faire. Par exemple, dans ce genre de cas où vous êtes en divorce, il y a des enfants en bas âge, vous ne pouvez pas tout d'un coup couper toute communication et tout laisser tomber. Donc on utilise la pierre jaune, ce qui veut dire qu'on reste strictement factuel, neutre, on ne réagit pas aux attaques, on ne réagit pas aux provocations. Vous gardez un ton courtois et un ton poli. Je sais que ça peut être extrêmement difficile, mais c'est extrêmement important et vous allez voir pourquoi. Toujours poli, toujours courtois, pas d'attaque, aucune attaque et aucune réaction aux attaques.
Vous pensez que vous communiquez à un patron qui est extrêmement con, mais qui peut vous virer comme ça. Donc, même quand il vous fait des remarques super vaches, eh ben, vous allez répondre de façon correcte et polie, sans émotion et sans revenir sur les trucs passés, machin, etc. Vous voyez un petit peu comme ça. Et la règle de base pour la communication avec une personne narcissique, en plus de la pierre jaune, ça va être de tout faire par écrit. Ne répondez jamais à l'oral, ne répondez jamais dans l'instant. Jamais. Déjà, d'une part, l'écrit ralentit. Vous ne répondez pas à chaud, ça vous évite de dire des conneries que vous allez regretter plus tard. Ou même des choses très sensées que vous allez regretter plus tard. L'écrit documente, il reste une trace. Et ça, c'est important. L'écrit coupe l'émotion, parce que vous avez le temps de relire avant d'envoyer. Et relisez avant d'envoyer. Plutôt que d'envoyer, et puis après d'envoyer encore, et puis après d'envoyer... Non, ne faites pas ça. Relisez même plusieurs fois avant d'envoyer. Alors après, les gens vont dire, oui, pourquoi la politesse, en fin de compte, hein, s'il y a quelqu'un envers qui j'ai pas envie d'être poli, c'est bien elle ou c'est bien lui. Partez du principe que tout ce que vous écrivez, un jour, ça peut être lu par un juge ou par un professionnel de la justice familiale, ou ce que vous voulez. Un ton froid, un ton méprisant, des vacheries, ça peut vous nuire et ça peut vous faire passer pour le parent rigide, le parent amer, le parent toxique. Et ça, c'est corrigé par la pierre jaune. Pratiquement rien de ce qui est écrit de cette façon ne peut être retenu contre vous. Vous apparaissez comme le parent raisonnable, coopératif, et ça, c'est exactement ce que le système recherche. Donc, souvenez-vous, en plus, que l'autre se nourrit de la réaction émotionnelle que vous allez avoir. La pierre jaune lui enlève ça. Vous répondez aux faits, rien d'autre. Ne commettez pas ces deux erreurs. 1. Réagir émotionnellement. Ça va envenimer, ça va abîmer votre crédibilité sur le moment et surtout plus tard, vous risquez d'en avoir besoin. 2. Ne vous justifiez jamais. Chaque justification va ouvrir plusieurs nouveaux fronts, plusieurs nouvelles possibilités et vous donner à l'autre de la matière pour repartir au conflit. Alors, je vais vous donner des exemples. Par exemple, le premier exemple, ça va être une attaque qui est menée avec en même temps qu'une vraie question. Par exemple, vous recevez le message qui est « T'es vraiment un parent lamentable, tu oublies toujours tout, on ne peut rien te confier. Est-ce que tu peux au moins me dire à quelle heure tu déposes les enfants samedi ?» Ça, c'est le message. Mauvaise réponse, ça va être, vous allez vous défendre, c'est pas vrai, j'oublie pas toujours tout, vous contre-attaquez sur ces retards qu'il a eu dimanche, vous citez le pédiatre, blablabla. Là, vous avez ouvert plusieurs fronts, ça va partir en banane, vous n'allez pas vous y retrouver et vous allez dire des choses que vous allez regretter. Réponse en pierre jaune, vous ne traitez que la question réelle, vous ignorez l'insulte totalement, vous ne vous défendez pas. Vous l'ignorez. La réponse au message envoyé, ça va être « Samedi, je les dépose à 10h. » Point. Rien d'autre. Seulement l'information. Après, il peut y avoir des attaques pures, sans aucune logistique. Vous pouvez recevoir un message du genre « Ouais, t'es un parent lamentable, les enfants m'ont dit que tu les laisses se coucher à pas d'heure, mais qu'est-ce que c'est que ça t'es encore parti dans un bar avec ta poufiasse. » Enfin bref, ça dépend de ce que... Voilà. Et là, il n'y a rien à organiser, il n'y a rien à régler, c'est une provocation et rien d'autre. Donc la première option, ça serait de ne pas répondre du tout. Vous ne répondez pas. C'est un message qui n'a rien à voir avec les enfants, ça n'a aucune décision, il n'y a pas besoin de réponse, à part que le fait que vous les couchez à pas d'heure, ce qui ne veut rien dire d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de demande, il n'y a rien. Donc, vous pouvez parfaitement ne pas répondre. Maintenant, si vous voulez éventuellement répondre pour ne pas laisser une forme de vide exploitable, parce qu'après, un vide, pas de réponse, ça peut être exploité. Donc, vous pouvez rester totalement neutre, sans nier, ni promettre quoi que ce soit. Juste un truc du genre, j'ai bien reçu ton message, merci. Point. Vous ne vous défendez pas, vous n'expliquez rien, vous ne justifiez pas les heures de coucher, machin, etc. Et puis voilà. Donc, une chose dont vous devez vous souvenir, c'est que le système de la pierre jaune, c'est pas pour avoir le dernier mot,
C'est pas pour essayer de le convaincre ni rien, parce que vous ne pourrez pas. C'est tout simplement pour ne donner aucune piste, pour avoir une forme d'être lisse, et puis pour vous protéger. Après, souvenez-vous de documenter. Donc là, vous avez déjà pas mal de documents du fait où vous gardez les messages. Tout par écrit, s'il vous plaît, tout par écrit, ou autant que possible. Et souvenez-vous que le but de la documentation, ça n'est pas de prouver que cette personne est narcissique. Je dirais même que c'est le piège à éviter. N'utilisez jamais le terme de narcissique, et encore moins pervers narcissique, parce que celui-là, il n'est même pas scientifiquement reconnu. C'est des trucs que vous trouvez sur YouTube, et les personnes qui utilisent des méthodes psychanalytiques, machin, etc. Bref, vous allez vous fourvoyer dans un truc dont vous ne pourrez pas sortir. N'utilisez jamais ces termes. N'essayez jamais de le prouver de quelque manière que ce soit. Parce que, déjà scientifiquement parlant, c'est difficile à prouver, et devant un tribunal, le narcissisme n'est pas une catégorie de maltraitance. Ça ne veut rien dire. La manipulation, la réalitorsion, le contrôle ne sont pas lisibles par la justice. Ça, ce sont des choses vécues. Ce ne sont pas des faits prouvables. Ce qu'un juge veut, ce qu'un avocat veut, ce sont des faits. Pas des impressions, pas des manipulations, ça ne peut pas être prouvé. Comment voulez-vous prouver que ce que vous dites est plus vrai que ce qu'il dit ou que ce qu'elle dit? C'est pas possible. Un dossier qui cherche à démontrer sa personnalité ne sert à absolument rien, juridiquement parlant. Et au contraire, il vous fait passer pour quelqu'un qui est obsédé par son ex. Vous êtes en train de vous tirer une balle, non pas dans le pied, mais dans les 2 pieds et dans la tête. Ne le faites pas. Ce que vous documentez, ce n'est pas pour prouver qui il est, mais c'est pour documenter ce qui se passe. C'est une nuance extrêmement importante. En fin de compte, en documentant de cette façon-là, vous obtenez un triple but. On pourra dire ça comme ça. Déjà, vous avez un but factuel et juridique. Ça laisse une trace datée, neutre, des faits, pas des interprétations. Il n'y a pas de « il est manipulateur ». Il y a le 14 mars, les enfants n'ont pas été ramenés à leur convenu. Le 2 avril, refus de transmettre l'information médicale. Et ça compte chez un juge. C'est ça qui va peser le jour où il y aura audience. C'est ça qui va être important s'il doit y avoir une modification de garde, un litige. C'est vérifiable, c'est daté. Ça ne dépend pas de votre parole contre la sienne, surtout si en plus de ça, vous avez des messages. Deuxièmement, il y a un but de protection. Parce que la personne narcissique va réécrire la réalité, elle va dire que c'est vous qui avez annulé, que vous n'avez jamais prévenu, que vous l'empêchez de voir l'enfant, blabla, blabla, blabla. Vous avez des écrits datés, ça coupe tour à toute réalitorsion. Ça vous protège également contre un retournement d'accusation, machin, etc. Et troisièmement, et ça c'est important également, ça va être le but psychologique. Parce que quand on vit avec quelqu'un qui nie la réalité en permanence, qui réécrit un petit peu tout, eh ben on finit par douter de sa propre perception. Donc, quand vous tenez votre registre factuel, ça vous aide à vous sortir du doute. C'est un ancrage pour vous, et donc pas seulement pour la justice. Alors attention, documenter tout, ça ne veut pas dire que vous devenez obsessionnel, que vous traquez tout, que vous passez vos soirées à constituer un dossier à charge. Ça, au contraire, ça risque de vous maintenir dans le conflit et ça va vous user. Vous notez les faits qui sont utiles, qui sont datés, qui sont factuels, rien d'autre. Le reste, il va falloir en parler avec un psy qui peut vous aider, qui connaît ce genre de problématique et qui peut vous soutenir et vous aider à faire la différence. Encore une fois, souvenez-vous, vous ne documentez rien pour prouver qui il ou elle est, vous documentez pour établir ce qui se passe. Et le 5e point, qui est très important, ça va être de protéger l'enfant. L'enfant ne doit jamais devenir messager, espion ou confident. D'accord ? Ce n'est pas un messager. Vous ne le chargez pas de transmettre des messages à l'autre parent. Dis à ta mère que, ou tu rappelleras à ton père que. Tout ce qui est logistique, ça se passe entre adultes, par écrit, en pierre jaune, pas par l'enfant. Quand l'enfant porte des messages, il devient le terrain de la dispute, il encaisse les réactions qui, en fin de compte, ne lui sont pas destinées. Donc,
Gardez l'enfant ou les enfants totalement en dehors de ça. C'est pas un espion, vous n'avez pas à l'interroger à ce qui se passe chez l'autre, qui était là, et qu'est-ce qu'ils ont fait, et qu'est-ce qu'il a dit de moi, ou qu'est-ce qu'elle a dit de moi, et vous avez fait quoi, etc., etc. Parce que l'enfant va très rapidement comprendre qu'on attend de lui ou d'elle des informations, et puis il va se retrouver coincé en loyauté entre ses deux parents, et croyez-moi, je sais de quoi je parle, c'est très désagréable. Et c'est pas un confident. Vous n'avez pas à lui parler de vos propres difficultés avec l'autre parent, de vos griefs, de la procédure, machin, etc. C'est pas à lui, c'est pas à l'enfant de porter ça, c'est pas son rôle et c'est pas de son âge. Alors après, ça on est bien d'accord, et généralement la plupart de mes clients et de clientes avec qui j'ai discuté de ce genre de choses, je dois le dire, franchement, n'utilisent généralement pas l'enfant à ses fins. Donc c'est vrai que c'est extrêmement rare, même si ça peut arriver de temps à autre. Mais ce n'est pas la façon de penser générale. Par contre, il leur arrive souvent que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que vous allez tout d'un coup avoir le gamin qui vient et qui vous dit « Papa ou maman m'a dit de te dire que ». Parce que vous contrôlez le départ, mais vous ne contrôlez pas le départ de l'autre. C'est-à-dire que si c'est l'autre qui se sert du gamin, vous ne pouvez pas... Donc, ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous en faites à la réception. Et, encore une fois, il ne faut pas faire porter à l'enfant le poids de la réponse. Il ne faut pas le punir d'avoir transmis. Donc, là, il y a trois choses. Premièrement, ne réagissez pas devant l'enfant. Je sais que c'est difficile, mais ne le faites pas. Pas de soupir, pas de « Oh, putain, il fait chier. Oh, putain, qu'est-ce qu'elle est emmerdante, ta mère. » Ou encore. Voilà. L'enfant n'est pas responsable du message et il ne doit pas encaisser la réaction. Parce que même si vous parlez de son père ou de sa mère, il va encaisser la réaction. Restez neutre. D'accord ? Après, vous déchargez l'enfant de la mission. Quelque chose comme « Merci, c'est gentil de me l'avoir dit. Mais bon, c'est pas à toi de t'occuper de ça, pépère, ce sont des choses d'adultes, donc je vais voir ça directement avec ta mère ou avec ton père. Et puis voilà, allez, va jouer, merci, c'était gentil. » Ah. Vous lui avez enlevé la casquette de messager sans le gronder, vous lui avez bien expliqué que c'est pas son rôle et que, bon, c'est pas grave, t'inquiète pas, je vais m'occuper de ça. D'accord ? Et 3, vous remettez l'échange dans le bon canal, c'est-à-dire que vous répondez aux parents directement, par écrit, en pierre jaune, sur le seul élément logistique réel, s'il y en a un. Vous pouvez, en astuce, c'est faire porter la trace par la réponse elle-même en mentionnant la source de façon strictement une constatation. Par exemple, les enfants m'ont dit que tu demandais à quelle heure je les dépose samedi, ce sera à 10 heures. C'est neutre, c'est courtois. Et maintenant, il est écrit et daté que l'information est passée par l'enfant. Si le schéma se répète, votre propre fil de message devient le dossier. Vous n'avez même pas besoin de faire des notes à côté, de les documenter d'une autre façon. Alors, souvenez-vous, pour que ça reste pierre jaune, vous gardez le ton de façon une constatation, pas un reproche. Les enfants m'ont dit que tu demandais, c'est neutre, c'est un fait, c'est factuel. Mais encore une fois, tu passes par les enfants, là ça ouvre un front et ça risque de se retourner contre vous. Le fait, si vous y réfléchissez bien, le fait reste le même. Ça ne change pas le fait, mais la formulation va changer la qualité de ce qui va être lu par un juge éventuellement. Donc, les faits, ça se constate, ça ne se reproche pas. Après, il peut y avoir des cas où l'enfant retransmet une information où il n'y a pas de logistique. C'est-à-dire que l'enfant peut vous retransmettre une attaque qui... papa dit que t'es nul, maman dit que t'es un con. Voilà. Là, il n'y a pas de réponse à envoyer. Écrire aux parents pour acter qu'il est passé par l'enfant, ça vous ferait un message sans objet, qui ne sert qu'un reproche, et donc ça ne peut pas être une pierre jaune. Donc dans ce cas, 2 possibilités. Soit vous laissez tomber, soit si le schéma se répète, ça va être de le noter dans un suivi personnel, dans une documentation personnelle à part. D'accord ? Disant, voilà, telle et telle date, mon fils, ma fille a dit que mon mari ou ma femme avait dit que, blablabla. Rien d'autre. Surtout, n'interrogez pas l'enfant pour en savoir plus. Ah bon ? Et elle a dit quoi d'autre, ta mère ? Parce que là, vous basculez de la réception passive à l'enfant espion, et comme je l'ai dit, non, voilà, il ne faut pas.
Souvenez-vous de valider ce que l'enfant ressent sans attaquer le parent. Si l'enfant rapporte quelque chose qui peut être un peu difficile, validez l'émotion sans qualifier le parent. C'est-à-dire que, oui, bon, ben, je vois bien, c'est difficile pour toi. Écoute, je comprends, ça te fait du mal, ça fait de la peine, mais t'inquiète pas, ça va aller. Plutôt que oui, mais ton père ou ta mère, c'est comme ça, c'est un manipulateur, c'est comme ça, de toute façon, il vaut rien, il est nul. Parce que là, vous basculez. Accueillez le vécu de l'enfant, hein, ne lui fournissez pas un réquisitoire contre l'autre parent, ne passez jamais à la contre-attaque, et surtout, et ça peut être difficile, l'enfant a le droit d'aimer son autre parent, même si c'est une personne narcissique, même s'il risque de lui faire mal, même s'il est utilisé contre vous, parce que vous pouvez pas l'empêcher. Si vous lui retirez ça, ou si vous essayez de lui retirer ça, l'enfant risque de le comprendre et de le voir comme si c'est lui qui doit porter le conflit et c'est pas son rôle. Alors, juste pour finir, un mot sur un terme qui est régulièrement utilisé et qui est l'aliénation parentale. On m'a demandé de faire des vidéos là-dessus et je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que ce n'est pas un concept psychologique reconnu, ça n'existe pas. Ce n'est pas un diagnostic, ce n'est pas classifié, ce n'est pas soutenu par la recherche, ça n'est pas une réalité clinique, ce n'est pas vrai. D'accord ? Il y a différentes formes de manipulation, on est d'accord, etc. Mais psychologiquement parlant, ça n'existe pas. D'accord ? Il existe des formes de manipulation, il existe des formes de réalisation, là on est parfaitement d'accord, mais il n'y a pas d'aliénation parentale. Ça n'a aucune base dans la science. Par contre, ça peut exister sur le plan juridique dans certains pays. C'est un terme qui peut circuler dans certains prétoires, dans certains pays. Dans d'autres pays, il n'a aucune valeur. Donc, ce n'est pas une généralité. Voyez avec votre avocat par rapport à ça dans le pays dans lequel vous vous trouvez, si c'est un concept qui existe ou pas. Personnellement, psychologiquement parlant, moi je resterai sur les conseils psychologiques et mon conseil il est simple et il vaut partout. Ne vous en servez pas. Brandir aliénation parentale, pour moi ça revient au même que de brandir il est narcissique. Dans les deux cas, vous posez une étiquette qui est très contestée, qui est invérifiable, au lieu d'énoncer les faits, et ça, c'est un risque de se retourner contre celui qui l'a brandi. Donc, évitez, ne le faites pas. D'après moi, ne le faites pas. De toute façon, si vous suivez les conseils que je viens de vous donner, vous n'en avez pas besoin. Si vous restez en pierre jaune et en factuel, si on vous accuse d'aliénation, le truc tombe de lui-même. On peut voir votre comportement documenté, ça le contredit. Et si l'autre est réellement le problème, utilise l'aliénation parentale, ça peut se voir dans les faits. Vous n'avez pas besoin de coller une étiquette, quelle qu'elle soit. Donc personnellement, je vous dirais, prenez un avocat pour le divorce, pour ce qui est de la législation, mais essayez de trouver un psy qui connaît ce genre de problématique et qui peut vous conseiller sur le côté psychologique de l'affaire pour éviter justement ce genre de problème. Alors, souvenez-vous, vous ne pouvez pas rendre l'autre plus coopératif, vous ne pouvez pas obtenir d'équilibre ou d'équité, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il devienne raisonnable et qu'un moment magique va tout gérer, ça n'arrivera pas. Ça n'est pas arrivé pendant les 5, 10, 15, 20 ans où vous avez été ensemble, c'est pas maintenant où vous êtes en plein divorce que ça va marcher. Je veux dire, faut rester logique. Vous pouvez contrôler seulement certaines choses, vous pouvez passer en parentage parallèle, vous pouvez basculer toute communication à l'écrit, pierre jaune, factuel, neutre, etc. Vous pouvez documenter les faits, dater, neutre, vous pouvez protéger l'enfant, et puis voilà. Maintenant, le truc, c'est que ce n'est pas une bataille que vous allez gagner en une fois. D'accord ? C'est un cadre que vous devez tenir dans la longueur. Le narcissique ou la narcissique va miser sur votre épuisement, sur votre besoin que ça se passe bien, sur vos réactions. Vous avez le cadre qui peut vous aider, vous avez les méthodes. Encore une fois, n'hésitez pas à vous faire aider par un psy qui peut vous aider dans ce genre de situation. Mais c'est quelque chose qui risque de durer un certain temps et vous avez besoin de
toutes vos billes possibles. Ne perdez pas votre énergie et votre temps en discussions qui n'en finissent pas. Surtout, restez factuel. YouTube trouve que si vous aimez cette vidéo, vous allez aimer celle-ci. Cyril Malka. Cyril Malka, le psy chez vous. Le psy chez vous. Cyril Malka, le psy chez vous.